Bonjour et bienvenue sur la chaîne Études Toons. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un résumé des points clés de la leçon Oscillation électrique forcée en régime sinusoïdal. Dans cette vidéo, nous allons revoir tout ce qu'il faut retenir pour réussir vos examens. Alors, préparez vos cahiers et vos stylos et commençons. Ces oscillations désignent tout simplement les variations périodiques du courant et de la tension dans un circuit RLC lorsqu'il est soumis à une source de tension alternative sinusoïdale. Ici, la source est le générateur basse fréquence. On parle d'oscillations forcées parce qu'elles ne se produisent pas spontanément, elles sont imposées par une source extérieure. Un circuit RLC comprend une résistance, une bobine et un condensateur. Pour étudier les oscillations, on branche un oscilloscope aux bornes du montage, puis on fait varier la fréquence du générateur et on observe. Passons maintenant à quelques notions de base qui vont vous aider énormément à comprendre la suite de la leçon. Vous devez savoir que la fréquence, qui correspond au nombre d'oscillations par seconde, se détermine à partir de la période t, qui est calculée grâce à la relation présentée à l'écran. L'amplitude, d'autre part, représente la valeur maximale atteinte par la tension ou le courant et elle varie selon la fréquence appliquée. J'ai représenté graphiquement l'amplitude et la période t afin que tout soit clair. On va voir maintenant comment calculer la tension instantanée de générateur. U de t égale à U max multiplié par le sinus de oméga t. La pulsation oméga égale à 2 pi la fréquence. Elle correspond à la fréquence angulaire du signal. Dans un circuit RLC forcé, l'intensité du courant est également sinusoïdale et s'écrit sous la forme suivante où phi de i représente la phase à l'origine du courant. Autre notion de base que vous devez retenir est le déphasage, également appelé différence de phase, delta phi. Il représente le décalage entre deux signaux sinusoïdaux et il résulte de la différence entre leurs phases à l'origine. Son signe permet de déterminer si l'un des signaux est en avance ou en retard par rapport à l'autre. Par exemple, dans le cas où delta phi égale à phi 2 moins phi 1, le signal Y2 est en avance de phase par rapport à Y1 lorsque delta phi est positif. Si delta phi est négatif, alors Y2 est en avance de phase par rapport au signal Y1. Et lorsque delta phi est nul, les deux signaux sont en phase. Pour mieux comprendre, voici une illustration. On dit que le signal en rose est en avance lorsque sa courbe est décalée vers la gauche. Sinon, elle est en retard. La relation qui permet de traduire mathématiquement l'écart angulaire en un décalage temporel concret sur un oscilloscope est la suivante. À part l'avance et le retard de phase, on distingue trois autres états fondamentaux de phase. En état de concordance, les signaux sont parfaitement synchronisés, atteignant leur sommet et leur zéro au même instant précis. Cela correspond à un décalage temporel nul et les signaux sont dits en phase. En état de quadrature de phase, le signal est décalé d'un quart de période par rapport à l'autre, ce qui fait que l'un passe par zéro au moment exact où l'autre est à son maximum. Par ailleurs, en position de phase, les signaux évoluent en sens inverse, l'un atteignant son maximum positif quand l'autre atteint son maximum négatif. Le décalage temporel entre les deux est égal à une demi-période. Ces notions fondamentales étant bien établies, nous allons maintenant analyser l'oscillogramme obtenu sur l'oscilloscope lors de l'observation d'un circuit RLC en régime sinusoïdal forcé.
Comme vous pouvez voir, notre oscillogramme est formé de deux courbes. La première en bleu représente la tension U délivrée par le générateur en fonction du temps. La deuxième, en rouge, représente la tension aux bornes du conducteur ohmique U de R, image du courant I en fonction du temps. Rappelons que U de R égale R fois I. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Vous recevez ainsi les nouvelles vidéos dès leur publication et vous nous encouragez à produire encore plus de leçons. Un petit geste pour une éducation de qualité accessible à tous. La réponse d'un circuit RLC en régime sinusoïdal forcé est évidemment un courant alternatif sinusoïdal. On observe aussi que les signaux sinusoïdaux de la tension et de courant sont de même fréquence, mais ils présentent un déphasage caractéristique ainsi que des amplitudes différentes en raison de l'influence des éléments résistifs, inductifs et capacitifs du circuit. Voyons maintenant comment la fréquence agit sur le déphasage entre la tension et le courant dans un circuit RLC en régime sinusoïdal forcé. À basse fréquence, le circuit se comporte comme un dipôle capacitif, donc le courant est en avance de phase par rapport à la tension. À la résonance, le circuit se comporte comme un dipôle résistif, donc la tension et le courant sont en phase et l'amplitude du courant est maximale. À haute fréquence, le circuit se comporte comme un dipôle inductif, donc le courant est en retard de phase par rapport à la tension. Avant de finaliser cette partie, je vais vous mentionner deux remarques importantes. Le courant est toujours en quadrature avance de phase par rapport à Q au cours du temps avec un déphasage de pi sur 2. L'idée se résume ainsi. Sur un oscillogramme, la dérivée apparaît en avance dans le temps, tandis que la primitive apparaît en retard. Une autre remarque importante, comme la tension aux bornes du condensateur est proportionnelle à la charge qu'il stocke, selon la relation affichée à l'écran, son évolution au cours du temps suit exactement la même allure que celle de la charge Q de T. Et voilà, on a terminé la première partie de la leçon. J'espère que vous avez bien compris ces notions. N'oubliez pas de bien les réviser pour mieux suivre la deuxième partie. À très bientôt.